Coloscopie, Jean-Marie Bigard. Laurent Baffy. Salut Jean-Marie. Salut Lolo, ça va? Ça va, c'est gentil de venir faire cette interview, d'autant plus qu'on ne se connaît pas, on se rencontre pour la première fois. C'est vrai, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je pensais pas que ce jour-là viendrait, et puis là c'est ce soir, dis donc. Alors l'émission s'appelle Coloscopie parce que c'est un peu une parodie de Radioscopie de Chancel, sauf qu'on va un peu plus profond avec les invités. Oui, bien sûr. Coloscopie, t'en as fait combien toi déjà? J'en ai fait au moins 3. Ah, j'en ai fait 4 moi. Ah bon? Ouais. Non, Mais moi non, c'est par gourmandise. Ah d'accord. Non, moi j'étais endormi, donc ça va, mais par contre j'ai fait 2 touchés rectales. Il y en a un, il m'a défoncé le cul, quoi. Ah bon? Oui, c'est-à-dire, il m'a dit, bon, alors, Monsieur Bigard, il met un doigt au plastique, il met de la crème, quoi, un truc qui glisse, et il m'a rentré le doigt, mais tout juste, j'ai dit, il va le ressortir par la bouche, quoi. Et tout ça pour aller caresser, donc, ma prostate, Ouais. qu'il avait trouvé normale, en plus. Mais il m'a fait un mal de chien, quoi. Non, J'ai c'est vrai. hurlé, quoi. Ça, j'ai eu mal aussi, il y a un mec qui m'a fait ça aussi, ça m'a fait mal. Alors, en parlant de coloscopie, Ardisson m'a dit, tu verras, quand tu feras une coloscopie, c'est génial, j'adore le produit, ça te défonce, c'est mon kiff. Et alors, j'ai eu très très peur de faire la première coloscopie, j'y allais vraiment terroriser et tout, et j'ai pas du tout senti, ça m'a pas défoncé. Ah Rien. bon? Ouais. Deuxième Tombé sur coloscopie, un mec délicat. deuxième coloscopie, je dis, alors là, il faut que je profite du produit, il paraît que c'est génial, Ardisson m'a dit que c'était génial, je me concentre et tout, et aucun souvenir, aucune défonce, rien. À telle enseigne qu'à la 4e coloscopie, c'est mon pote que tu connais, Olivier, qui me fait mes coloscopies, je lui ai dit, bah filme-moi, filme-moi pendant que je m'endors, parce que j'en ai marre de pas kiffer, de pas me souvenir. Ouais. Et il m'a filmé, mais j'étais ridicule. Tu sais, parce qu'il compte, il dit, je vais compter jusqu'à 10. Donc à 5, t'es là, t'attends, t'attends, genre, bah ça me fait rien, tu vois, sauf que t'entends jamais le 6. Non, ouais. J'ai fait un sketch là-dessus, tu te souviens? Oui, très bien. 1, 2, 3, 4. Jean-Marie, tu es né un 17 mai. Est-ce que tu connais la liste de personnalités qui sont nées un 17 mai? Oui. Vas-y, Jean dis-moi. Gabin, Oui. Yannick Noah. Non. Non? Non, c'est le 19, Yannick. Ah, bon. Tony Parker, Tony Parker, exact. Max Boublil, Oui. Landru, Kadhafi, Pol Pot. Pas mal les 3 derniers, hein? Parmi cette liste, c'est qui la personne dont tu te sens le plus proche? Oh, ben, je dirais Max Boublil. Ça t'a fait quoi de passer le cap des 70 balais? Ça m'a fait chier, mais déjà avant, hein. Ça a commencé à bien me faire chier déjà à 60, donc après c'était le 10e coup sur la gueule après 60, donc on finit par s'habituer, quoi. Enfin, on s'habitue à vieillir, on s'aperçoit qu'en fait on peut mettre ses chaussettes autrement que comme on le fait, qu'on peut s'habiller autrement. C'est-à-dire, on s'assied sur le lit, tant pis, puis on rentre les jambes les unes après les autres. Et en fait, c'est une gigantesque gymnastique pour s'adapter, et tu y arrives en fait, hein, pour s'adapter à toutes les choses que tu ne peux plus faire. Parce que, en fait, tu as un déficit physique qui est croissant et continu. Donc, voilà, tu finis par accepter le supplice. On dit, tiens, bah, ça non plus, je peux plus le faire. Je t'ai pas parlé du buzzer. Ça va sonner quand je suis pas d'accord avec une de tes réponses. Ça veut dire que je te trouve pas sincère ou t'as la langue de bois ou la réponse me plaît pas. Donc, quand tu entends ça, tu fais une autre réponse. Comme là, ta réponse a duré 2 ans, je vais pas appuyer sur le buzzer. Ouais. Parce que je voudrais des réponses plus courtes. D'accord. Tu es le 4e d'une famille modeste, père charcutier, mère ouvrière. T'étais le chouchou de ta mère, le petit dernier. Oui. T'en as un peu profité. Bah, bien sûr, les autres avaient labouré le terrain avant, tu vois. Les premiers, ils usent les parents. Puis le dernier, il a le droit de tout faire. Le seul inconvénient, c'est que tu hérites d'abord du vélo de ta sœur qui est au-dessus de toi. Tu as un vélo de fille. Après, de ta grande sœur. Et puis seulement après, tu as droit au vélo de ton frère. Tu vas pouvoir un vrai vélo de mec, quoi. Déjà petit, t'étais allergique aux contraintes, à l'enfermement, à l'autorité.
Tu redoubles ta 4e, tes parents te mettent dans un collège privé dans l'Aube. Oui. À 16 ans, tu fais un BEPC de mécanique. Parallèlement à cette scolarité médiocre, tu brilles dans le sport et tu atteindras même un niveau semi-professionnel dans le handball. Oui, exact, sauf que c'était pas du tout professionnel le handball à l'époque, mais j'aurais pu accéder à la Nationale 1, donc qui équivaut à la Ligue 1 du foot, tu vois. C'était quoi ton point fort? Tu Moi, jouais en attaque ou en défense? Bon, j'étais surtout un bon attaquant. Pour la défense, comme je jouais sur l'aile, c'est plus facile et c'est moins important que de défendre au centre, tu vois. Mais oui, j'avais un bon niveau. J'étais dans le journal tous les jours. J'étais T'as eu la une coupe? star à cause du handball, Grâce. grâce au handball. Après avoir vu ta mère et tes 2 sœurs se crever la santé dans une usine, tu préfères ne rien branler et Ouais. tu vis de combines et de petits boulots. Oui, oui, des petits boulots, mais vachement malins quand même, hein. Je retape à l'époque Attends, des... va pas trop vite. Avant qu'on parle des tractions avant, des 15 ou des 13, t'es des pompiste, 11. des 11, pardon, t'es pompiste, Oui. combien de temps? Une saison, quoi. Disons tout l'été, puis un petit bout de l'hiver. T'as fait comme Michel Blanc, t'as fait semblant de mettre de l'huile en disant il n'y a plus d'huile pour... Non, non. Non? Non, 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 non. Je suis pas un arnaqueur, si tu veux, dans l'âme, donc je me serais senti trop mal de faire une connerie comme ça. Tu vois, comme un vol à l'étalage ou quoi que ce soit. J'ai toujours été incapable de ça. Alors avec 3 potes qui, comme toi, ont échappé au service militaire, comment t'as échappé au service, toi? Sourd de l'oreille gauche. Comment ça t'est venu cette surdité? C'est pour ça que tu parles fort. Les gens, ils pensent que tu gueules parce que tu aimes crier, mais t'es sourd de l'oreille gauche. Oui. Et ce qui est ta chance, parce que tu t'entends pas gueuler. Nous, on t'entend gueuler, c'est un Oui, je enfer. sais. Comment c'est arrivé? Une Exactement, infection? j'ai l'impression d'être en face de ma femme. Ben, C'est vrai, elle arrête pas de me dire. Et alors maintenant, comme je mets mon casque pour écouter la télé, c'est encore pire. Parce que le casque, il m'isole. Donc je me rends pas compte que je fais « Oh merde, putain, passe à gauche là !» Tu vois, et elle arrive, ils arrivent des 3 chambres, les enfants et ma femme, pour me dire « Tu te crois seul au monde, quoi, c'est ça ?» mais cette surdité, elle est venue d'une infection? Oui, otite chronique. C'est-à-dire, c'est une otite froide, blanche, sans fièvre, mais qui te mange l'intérieur de l'oreille moyenne et puis ensuite même interne. Donc, j'ai subi une intervention, évidemment de l'oreille moyenne. Je ne sais pas si ça va passionner nos auditeurs, mais voilà, on m'a retiré toute l'oreille moyenne parce que j'avais un écoulement purulent qui était Constant. insupportable, constant. J'avais une oreille qui puait, mais grave, hein, à 1 mètre, hein, tu la sentais. Hein. Tu suintais de l'oreille, Je sentais de l'oreille. tu suintais du pu, Oui, tu puais de l'oreille, ouais, t'étais dégueulasse. ouais. Vraiment le mec dégueulasse. Puis je vidais une demi-bouteille de parfum dans mon oreille tous les matins, mais ça finissait par revenir. Et si je mettais pas un coton dans mon oreille, ça coulait. Du pu. Il y a du pu qui coulait de mon oreille, qui venait sur mon lobe d'oreille et qui me tachait mon t-shirt. Une puanteur incroyable. Avec tes 3 potes donc, qui, comme toi, ont échappé au service militaire, là, tu retapes des tractions avant Ouais. et tu te fais des couilles en or. Ouais, là, ça marche. Bah, écoute, on a un F4 dans la banlieue de Troyes qu'on doit payer, mais une poignée de cerises. Nous, à l'époque, une traction retapée, on l'achetait entre 50 francs et 100 francs. Tu faisais x30. Hein, Tu faisais x30. Ouais. Tu faisais x30. Oui, 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 même beaucoup plus. Et je revendais 5000 balles à Paris. Les Parisiens étaient fous. Après, tu deviens barman dans un café du centre de Troyes et là, tu commences à faire marrer tous les clients en tenant la baraque. Bien sûr. Mais tu les faisais marrer parce que tu étais déjà drôle, tu avais déjà cette envie de faire marrer les gens ou c'est là où
Ça a été ton premier public et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Non, ça a toujours été, mon idée était d'être, je suis le 4e enfant, je suis pas tellement désiré. Donc je suis arrivé en disant, je vais essayer de pas faire trop de problèmes. Et si jamais je suis un peu drôle, tu vois, on va me garder, quoi. C'était comme une angoisse infantile. Mais quand je faisais rire mon père, par exemple, pour savoir la satisfaction que ça me faisait. Mon père, parfois, je le faisais éclater de rire, alors qu'il rigolait pas tellement, tu vois. Et c'était ma médaille à chaque fois. Donc, je me suis mis dans ma petite tête d'enfant, si tu fais pas rire les gens, on va pas t'accepter, on va te fermer toutes les portes, tu vas te retrouver tout seul, on va t'enfermer dans le noir et tu vas mourir. Alors c'est là où l'histoire devient drôle, c'est que quand tu es jeune, ta mère tombe gravement malade et elle meurt d'un cancer, et ton père se fait assassiner Ouais. à coups de couteau dans sa charcuterie. Non, dans la maison. Dans la maison par un mec jaloux. Mon père avait, il y avait une fille qui lui faisait un peu de l'œil au boulot. Ma mère était morte depuis 1 an et il nous dit, bon, il y a une fille qui me fait un peu de machin, est-ce que ça vous dérange si je la fais venir à la maison pour habiter à la maison? Et nous, on a dit à notre père, non, vas-y, fonce. Tu vois, ma mère, elle sentira plus rien, hein, elle est morte depuis plus d'1 an. Donc, vas-y. Et cette femme, eh bien, elle a un fiancé qui est dans les Ardennes. Un ex-fiancé? Un ex-fiancé qui est bûcheron, tu vois, qui est taillé comme ça. Et il menace mon père de venir le tuer. Alors nous, on dit quand même, fais attention. Mon père achète un chien, un berger allemand. Et ce soir-là, eh bien, elle a enfermé le chien dans la cave, comme par hasard. Et l'assassin de mon père s'est caché dans une pièce en haut, à côté de la chambre de mon père. Il y avait préméditation? Il venait pour s'expliquer ou venait vraiment pour le tuer? Ah non, il est arrivé avec un couteau. Il a menacé mon père. Mon père, il avait juste la laisse du chien qui était au pied du lit. Donc, il lui a donné 2-3 coups de laisse dans la gueule, mais l'autre l'a atteint de plusieurs coups de couteau dans le ventre. Et puis là, donc, comme mon père, il sent qu'il est en train de perdre tout son sang, qu'il va bientôt se faire buter, quoi, carrément, quoi. Il descend les escaliers, donc je revois encore les mains de mon père pleines de sang parce qu'elles se tenaient les boyaux. Et jusqu'en bas, et puis il y avait encore 3 petites marches pour accéder à la porte arrière de la maison. Et là, il s'écroule, et l'assassin de mon père prend une carabine qu'il avait amenée, et il lui met le pied sur le dos et le finit d'un coup de carabine dans la nuque. Parce que bon, des coups de couteau, faut en donner pas mal pour tuer quelqu'un, tu vois, si jamais il n'a pas perdu tout son sang, si tu as bouché s'il y a un peu organe vital qui n'est pas touché, un coup de couteau peut suffire, mais tu peux en mettre 30 c'est ça, sans mais tuer, tu peux en mettre... oui. Donc là, il y avait vraiment préméditation, là, pour le coup. Ouais, ouais, c'est-à-dire que... Et il est arrivé au tribunal, bon, si tu veux, il s'est livré à la police. Mais j'avais pas vu sa gueule, moi, on n'avait personne. Les 4 enfants n'avaient pas vu, tu vois. On se retrouve, on rentre dans le tribunal, dans le box des accusés, il y a l'assassin de mon père. C'est la première fois qu'on découvre sa tête et il est repentant. Je sais pas comment, moi, j'ai senti, si tu veux, toute la peine que ce mec avait d'avoir fait quelque chose de pas réparable, tu vois. Mais toi, à l'époque, tu n'étais pas bouddhiste, tu faisais pas de mantra, tu ne méditais pas, et déjà, tu as pris la peine de l'assassin de ton père à ton compte. Ouais. C'est-à-dire, tu avais des prédispositions dans le pardon. Non, la vraie phrase, c'est que... Faut pas me dire non, jamais. D'accord. Jamais. Tu me contrôles d'une autre façon, mais tu me contredis jamais. D'accord. Tu dis pas non. D'accord. Reprends. Je te demande pardon. Reprends. L'assassin de mon père était repentant, il demandait pardon. Et j'ai vu dans ses yeux que c'était tout à fait authentique, qu'il demandait vraiment pardon, et quelque part, sûrement, je me suis dit, bon Dieu, mais je n'aurais pas été à la place de ce mec-là, parce que
il avait pris la vie à mon père et pouvait pas lui rendre. Donc, si tu veux, j'ai pris à mon compte le désarroi que j'ai ressenti chez ce mec-là. Donc, toute idée de vengeance, de tout ça a disparu, a glissé tout entier de moi. Je n'ai pu penser à avoir de la compassion. C'est-à-dire me dire, si, bon, je me mets en colère, je le tue, enfin, on peut faire des tas de trucs comme ça. Mais est-ce que ça va faire revenir mon père? Non, tu vois, s'il y avait eu un moyen de le récupérer, j'aurais fait tout ce que je pouvais, mais là, c'était fait, puis c'était déjà un petit peu longtemps après, tu vois, la lenteur de la justice. Bon, et puis, quand on a voulu, par contre, faire accuser la femme qui était avec lui, qui avait fait rentrer dans la maison l'assassin de mon père, c'est quand même un petit peu fort. Tu te dis, ça marche pas comme dans les films policiers, hein. C'est-à-dire, ils en ont rien eu à foutre. On a dit aux flics, mais à l'affaire, elle a enfermé le chien dans la cape, elle a fait rentrer l'assassin de mon père. Complicité, ça mérite 10 ans, ça. Ah ben, oui, c'est une super grosse complicité. Et ils nous ont dit explicitement, hein, écoutez, on a un mort, on a un assassin, ça nous suffit. Il a pris combien, le mec? Je sais pas. Tu sais pas ou tu sais plus? Non, je ne le sais pas, je l'ai jamais su, jamais voulu le savoir. Ah, t'as jamais voulu savoir. Non, moi, je m'en pense fous, que j'aurais moi, eu cette curiosité. Je sais même pas quand il est sorti. Il est vraisemblablement sorti de mon vivant. Hein. S'il a vécu assez vieux, il a peut-être même eu une remise de peine, j'en sais rien. Toi, je n'ai jamais enquêté là-dessus. Un jour, je joue à Reims et cette femme n'était pas loin de Reims. Et j'entends Donc l'ex de ton père qui était complice du meurtrier. Oui. Et elle dit à mon chauffeur, elle essaye de s'approcher au plus près de ma loge, et elle lui dit qu'elle voudrait me parler, quoi. Donc, elle me donne son nom, je me souviens même plus de son nom, toi. Je crois que c'était une Monique quelque chose. Et il dit, elle voudrait te parler. Moi, je dis, non, je parle à personne. Je vais jouer dans 10 minutes, je rentre sur scène. Et de toute façon, je n'ai aucune envie de parler avec elle. Là aussi, si tu veux, c'était de toute façon peine perdue. Quoi qu'elle m'ait dit, quelles que soient les excuses qui auraient forcément été des gros mensonges, des grosses conneries, j'ai pas envie de me prendre le chou avec cette femme à cause de laquelle mon père est mort. 10 minutes avant de jouer en plus. Ouais. Donc, tu perds ta mère dont tu étais très proche, ton père se fait assassiner avec tout le folklore qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a les panneaux détectives près des librairies et tu vois des affiches sur la mort de ton père quand tu marches. Ah non, mais je vois des trucs insensés. Ménage à trois. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est détective, je sais pas quoi, parce que là, ils viennent comme des loups, quoi. Et ils te bombardent, ménage à trois, comme si mon père partageait avec cette femme et son ex-amant, tu vois, des genres... comme si c'était un trouble. Oui, voilà. Donc, voilà, ta vie s'effondre un peu, et là, je n'ai pas baisé pendant 2 ans et demi à peu près. Je suis passé... D'abord, première étape, je le dis pour ceux qui pourraient subir un drame comme ça. Je vais à l'enterrement de ma mère, j'ai l'œil sec, tu vois. Alors que tu as toujours du pus dans l'oreille, ce qui équilibre. Non, mais sans déconner, je ne pleure pas. Je la reçois passer après. Mon psy m'a expliqué ce qui se passe dans ce cas-là. Le choc est tel que c'est pas possible. Tu peux pas accepter que ta mère soit morte. T'es dans le déni. C'est dans le déni complet, mais à fond, quoi. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu rigoles, du machin et tout. Pendant 6 mois, je me suis dit, mais merde, ça serait bien quand même que je pleure un peu ma mère, quand même. Des gens qui me regardent, ils me regardent faire le con et tout. Parce que tu continues de faire marrer les autres au bar, toi. Oui, moi je suis au bar. Voilà, je te dis, j'ai pris un coup sur la tête, mais c'est comme si on m'avait anesthésié. Donc ça, c'est mon psy qui me l'a expliqué après. La douleur est tellement forte que tu la repousses, tu la sens pas.
Tu la sens pas du tout. Et puis, au bout de 6 mois, un matin, Petit retour de kick. tu te réveilles, tu as la tête qui tourne à 100 à l'heure. Et là, ça y est, tu as compris que ta mère était morte. Mais c'est le cerveau qui a fait son boulot tout seul, Oui, tout seul. ou c'est toi qui dis Non, stop, non, il faut maintenant. Non, tu sais pas. 6 mois plus tard, tu as la tête qui tourne, comme si tu étais dans un manège, et tout d'un coup, tu comprends. Plutôt, tu acceptes que ta mère est morte. Et là, toute la misère, toutes les larmes de ton corps, tous les chagrins réunis se précipitent sur toi. Et là, tu fais ce qu'on appelle une dépression nerveuse, mais comaque, hein, c'est-à-dire énormissime. C'est-à-dire, je t'ai dit, j'ai pas touché une fille pendant 2 ans et demi, quoi. J'aurais même pas pu me branler devant. YouPorn n'existait pas à l'époque, mais tu vois. T'avais le catalogue de la Redoute à l'époque. Ouais, c'est tout. C'était pas terrible quand même. Hein. Mais voilà, à l'arrêt, tu sais, j'ai mis le bouton pause et je me suis arrêté de vivre, de réfléchir. Je me suis noyé, roulé dans le chagrin, comme on se roule dans une flaque de boue, jusqu'à ce qu'on ne voit plus un morceau de ta peau. Le cauchemar, quoi. Il y a eu combien de temps passé entre le décès de ta mère et l'assassinat de ton père? À peu près 1 an et demi. Et sur l'échelle de la douleur, c'est la mort de ta mère qui t'a le plus flingué? Oui, encore maintenant. Et encore maintenant. Je te dis, si tu veux, quand c'est une maladie, à qui tu vas en vouloir à qui? Tu comprends? Là, il y a un mec qui est franc du collier, il est bûcheron, il est bien balèze, on lui a piqué sa femme, il vient, il tue mon père. Tout ça est d'une logique implacable, si tu veux. Hein? Tu vois, c'est pas une chance sur combien, c'est que tu comprends qu'un mec, on lui a piqué sa femme, il vient, il tue celui qui lui a piqué sa femme. Et il regrette comme un enfant, quoi, qui a volé de la confiture, et puis qui se dit pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait de la peine à tout le monde, et tout le bordel, mais c'est beaucoup moins, tu peux encaisser plus facilement que, tu dis, t'as déjà entendu, un pote à l'école dit ma mère elle est morte d'un cancer, tu dis ah ouais c'est moche, mais pas ma mère, pas le droit. Tu dis que pendant ta dépression, tu n'as pas eu de libido pendant 2 ans et demi. Ouais. Et avant, je crois que tu avais 19 balais, quand tu as découvert le bonheur, quand une fille a pris tes couilles dans sa main pour la première fois. Ah oui, mais c'était, j'avais 15 ans. 15 ans? Ouais. Pourquoi j'ai dit 19? Je sais pas, parce que tu as pensé que j'étais un abruti. Ou un menteur. Ou un menteur. Mais non, c'est la première fois que je pars en vacances avec un pote, sans les parents. Et on va au camping de Penthièvre, hein, donc c'est sur la presqu'île de Quiberon, tu vois. Magnifique. Et là, je rencontre une fille, une vieille, 18 ans, tu vois. Ah, c'est pour ça que j'ai mélangé les âges, en fait. Ouais. Et elle fait l'amour. Alors, la première fois que je la pénètre, je me dis, ça doit être sûrement ça, le paradis, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-dessus de ça? De conduire une Formule 1? Non, ça, toi. On a baisé toute la journée, on a passé toutes les vacances sous la tente. Mon pote, il m'a pas vu pendant 3 semaines. Et voilà, quoi. Et je savais que, évidemment, sur 3 semaines de temps, que j'allais tomber forcément sur un jour de pleine fécondité, puisque c'est le 13e jour après le premier jour des règles. J'étais obligé sur 3 semaines de passer par-dessus ce jour-là. Mais j'étais loin, à l'époque, ni de compter les jours, ni de dire non, c'est pas possible, tout, machin. Et elle me dit, cette fille, je m'en fous, même si tu me mets enceinte, je dois épouser un militaire en septembre. C'est vrai, hein. Je n'en dis pas plus, parce que
tu te rends compte que ça pourrait arriver. Tu as peut-être 4 enfants, en fait. Tu crois que tu en as 3, tu en as peut-être 4. Ouais. J'en ai peut-être 4 et peut-être une fille qui aurait 35 ans, tu vois. Ça te démange pas de savoir? Si, mais pas toucher. Pas ouvrir la boîte de Pandore. Ouais. Parce que je suis avec ce con de Jandel que j'adore, qui est un ami, qui est un comédien formidable, qui est souvent d'ailleurs dans la police et tout ça. Et là, on joue. Et lui, il prend un peu un fada de l'informatique et tout le bordel et tout. Il dit, moi, je vais te la retrouver, quoi. Il prend le nom et le prénom, il trouve une famille, et ça correspond plutôt pas mal. Je regarde sans regarder. Je vois un moment une photo de famille. Et la fille a eu une fille ou un garçon? Et là, sur ce que lui, il avait trouvé, c'était une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une de mes 2 cousines. Vraiment, comme 2 gouttes d'eau. Et tu fais quoi? Dans ce cas-là, tu arrives, tu fais « Ding dong! Bonjour, je suis ton papa. » Ton géniteur. Ton géniteur. Non, c'est impossible. Pas faire ça, impossible. Mais peut-être qu'elle, de son côté, je me suis sauvé en elle courant. connaît peut-être l'histoire et peut-être qu'elle elle a la curiosité. Non, elle la connaît pas. Alors, dis son nom, on va vous rapprocher. Dis son nom à l'antenne. Non. Il est con, celui-là. À 24 ans, tu te lances dans une formation d'entraîneur de handball et 6 mois après, tu deviens maître auxiliaire remplaçant. Là, tu finis prof de gym dans un collège. Oui. Les gamins t'adorent. Oui. Les gamins te kiffent parce que t'es drôle et tout. Et j'ai les filles. Et tu fermes les yeux quand les filles te disent qu'elles ont leurs règles parce qu'elles n'ont pas envie de faire du sport et tu sais très bien qu'elles mentent. Ben, bien sûr, parce qu'elles ont leurs règles 4 fois dans le mois, le jour de la gym. Donc, j'ai pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir qu'elles me racontent des conneries. Donc, c'est souvent sur les séances de piscine ou de lancer du poids, par exemple. Là, les règles, elles arrivent à fond, tu vois. Et... Là, tu as comme élève Raphaël Mesrahi que tu prends en stop, parce qu'il fait du stop dans la rue, tu l'emmènes au collège. Ouais. Et Tous les matins, Raphaël, il est au rond-point, on appelle le rond-point de l'Europe d'ailleurs, là-bas, à la sortie de Troyes. Direction, c'est la direction pour aller à Bar-sur-Aube, où je suis prof de gym. Et je prends tous les matins Raphaël en stop, ce qui est assez drôle. Et puis ensuite, nos chemins se séparent assez loin. Et puis, je le vois tout d'un coup faire ses fausses interviews et tout. Je me dis, putain, mais c'est pas vrai, c'est pas Raphaël que... Et tu penses pas qu'il a influencé quelque part? Parce que si lui, il voit que son prof de gym devient star à Paris, ça peut pas l'encourager dans ses velléités de faire l'artiste? Vous avez jamais eu cette discussion, Raph et toi? Non, jamais. Non, lui, il est né comme ça. Lunaire. Il a l'air un peu lunaire, un peu fêlé, mais il est comme ça. Il est comme ça dans la vraie vie, oui. Ça. Ce qui lui le fait kiffer le plus, c'est de pas être dans la norme, quoi. Oui, c'est le 17e degré. Exactement. Donc, il veut pas entendre parler d'autre chose que de ça. On finit ta bio, après on déconnera un peu plus, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui pensent se connaître, mais qui ne te connaissent pas aussi bien. Tout le monde n'a pas lu ton bouquin, Rire pour ne pas pleurer. Pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir, pardon, où tu expliques très 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 bien ta vie. Après, tu quittes l'éducation nationale parce que ça te gonfle et tu deviens... on te propose de tenir une discothèque parce que tu étais le roi des barman de Troyes. Oui. Parce que tu étais très bon barman. Sans conteste. Sans conteste, tu faisais marrer tout le monde. Donc tu faisais tourner. Je suis déjà le meilleur raconteur de blagues. Je suis un collectionneur en plus. Tu faisais tourner une boîte. Et je travaille dans un bar qui existe toujours à Troyes, qui s'appelle le Tricas. Et je triple le chiffre d'affaires du bar en question parce que le Ricard, pour pas citer les marques, il est le même partout, hein. C'est la gueule du mec qui te le sert qui change. Pourquoi tu vas dans tel bar plutôt que dans tel autre? Tu vois, si c'est pas pour boire exactement le même produit, mais c'est parce que t'es pas reçu de la même manière. Tout ça pour te dire que tu sans être propriétaire, tu tiens un bouclard. Ouais. Parce que c'est toi. Donc il y a un mec qui à Troyes, c'est un village, hein, et un mec qui a entendu parler de toi.
il veut monter une discothèque, il veut que ce soit toi, derrière le bar, qui tienne la discothèque, et il te fait miroiter quand il va revendre de te filer 30%. Bah, bien sûr, oui. Et toi, tu dis oui. Bah oui, moi je dis tout le temps oui. Sauf que, Sauf que après il l'a revendu et il m'a rien donné du tout. Mais bon, tu sais comment on dit, va te faire enculer dans le sentier. Fais-moi confiance. tu rencontres Tex aussi, qui est du coin. Là, tu décides de monter à Paris, tu bricoles des sketchs avec lui. Ouais. Et tu décides d'aller postuler au Petit Théâtre de Bouvard. Ouais, j'en trouve un qui me semble évident, c'est à l'époque des R11, des Renault 11, qui avaient un ordinateur qui parlait. L'ancêtre du GPS. Qui te disait la portière est mal fermée, attachez la ceinture. Tu vois, jusqu'à ce que ça te pète suffisamment les couilles et que t'attaches ta ceinture. Et puis ensuite, ça a énervé la totalité à peu près des gens et ils ont supprimé cet ordinateur. Et moi, j'ai fait le sketch où l'ordinateur prenait le pas tout simplement sur le conducteur. Donc ça me fait beaucoup rire d'écrire ce sketch et j'ai fait avec Tex. Donc vous montez à Paris, Bouvard dit oui, et au dernier moment il te dit cachez-vous, c'est mieux. Ben non, il dit mais lui, en me parlant de moi, lui il fait l'ordinateur lui. Alors on lui dit ben oui, il dit alors on le voit pas, il est sous le capot, mettez-lui une couverture. Et toi tu rêvais de cette audition, tu rêvais de ton premier passage télé et tu te retrouves tout le monde. Tu te retrouves sous une couverture. Mes sœurs et tout, j'allais faire ma première télé au Petit Théâtre de Bouvard. Tu vois, c'était la fête avant la fête. Et on m'a pas vu une seconde. C'est-à-dire, c'était Jacques Chazot qui était avec Bouvard. Et à la fin du sketch, c'est Tex, je crois, qui dit la dernière phrase. Et la caméra, elle va sur l'invité. C'est-à-dire, on m'a pas vu avant qu'on me mette la couverture. Et on m'a pas vu quand on a retiré la couverture. C'est-à-dire, quand je te dis pas vu, c'est pas un millième de seconde. Rien. J'ai fait ma première télé, on m'a pas vu, quoi. Tu t'accroches, tu continues, tu fais des sketchs, et tu passes des sketchs et Bouvard te dit vous êtes bon auteur, mais c'est mieux quand on vous voit pas. Il me dit bien pire que ça. Ça retombe. Ouais. Vous avez remarqué, quand vous ouvrez la bouche, ça retombe l'ambiance. Donc, tu vois, si c'était toi qui m'avais dit ça, j'aurais dit c'est une bonne vanne. Tu vois, mais sauf que là, c'est le roi Bouvard, hein. Il se balade avec sa couronne, la cape, tout le bordel, hein. La foule se fend en deux pour laisser passer monsieur Philippe Bouvard. Quand même un monstre, quoi. Et donc, on ne conteste pas Philippe Bouvard. Et donc, le jour où il fait ça, d'abord, il se renseigne auprès des autres. Il dit, pourquoi vous prenez le nouveau, là, qui est pas bon du tout? Qui est grêlé, il disait. Hein? Qui est grêlé, il disait. Ouais, mais il disait, pourquoi vous le prenez? Les autres, ils disaient, les Bruno Gassio, Michel Bernier, ça, ils disaient, bah oui, mais c'est lui qui a écrit le sketch. Donc, moi, dans le sketch, je faisais juste, eh oh! Et je partais, tu vois, pour toucher le cachet de comédien. Parce qu'on touchait des beaux cachets de comédien, c'est quand même 1000 francs. À l'époque de France 2, moi je suis arrivé plus tard comme auteur sur la 5, ils nous avaient fait miroiter les mêmes prix que France 2, et on n'a eu même pas un dixième. Donc c'était une grosse arnaque. Mais moi, pour gagner ma croûte, j'étais obligé au moins de dire un mot ou de dire bonjour dans le sketch. Parce que si tu étais interprète, tu touchais le cachet. J'accélère un peu, tout ça est formateur, tu bouffes de la vache enragée, tu dors chez une copine qui te loge à Paris, oui. Tu trouves des potes et tu fais au point virgule pièce détachée, une pièce avec un spectacle de sketch. Oui. Vous ramez pendant 1 an et puis ça décolle un peu. Eh ben, ça merde un peu parce que les affaires vont pas terrible. Hein. Vous avez eu entre 5 et 10 payants au début? Oui. Puis, donc, on est un soir sur deux, quand on avait la règle, c'était de jouer au-delà de 6 payants. C'est-à-dire à 7 payants, on jouait. Mais tu gagnais pas un rond. C'était la règle. Donc, on gagnait strictement rien du tout, bien sûr. Et le taulier non plus, Christian Varigny, paix à son âme. Paix à son âme. Directeur du point virgule qu'on a aimé. Qui lui me croyait en moi, quoi. Il pensait que j'avais du potentiel. Mais il a gardé le spectacle 1 an jusqu'à temps que ça marche.
C'est-à-dire, il a tenu tout en promotant du pognon, mais il exigeait qu'on vienne demander aux gens s'ils voulaient qu'on joue ou pas. Donc, moi, je me suis vu très souvent passer le rideau et dire aux 5 personnes qui étaient là, tu vois, les petits bancs du point virgule, 5 pauvres mecs qui étaient passés là en disant, tiens, peut-être pièces détachées, on va les regarder, tu vois. Et on leur disait, voilà, vous êtes 5, normalement, on annule. Mais si vous le désirez, on peut jouer. Et sachez qu'un jour, tu aurais pu rajouter... Ça nous fait pas peur de jouer 5 personnes, vous avez payé votre billet, une misère en plus. Hein. Et si tu avais été moins con, tu aurais pu dire, là, vous êtes 5, mais un jour, je remplirai le Stade de France. Mais tu n'y as pas pensé parce que tu es un peu con. C'est le pendant de Jean-Marie Bigard. Hein. Brillant et con comme une pine. Hein. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et puis il y a Madame David, qui a fait à la Shop des artistes en face, qui te paye qui te nourrit comme elle a nourri Renaud à l'époque. Oui. Et on l'embrasse, elle n'est plus là non plus. Oh, putain, on parle comme des vieux là. Christian d'Araignée, Madame David, on est vieux. Non, ma pauvre Madame David, c'est vrai que moi, elle me donnait des tranches de saucisson. J'avais réuni suffisamment de copains pour qu'on me paye un apéro. Et elle me mettait une petite soucoupe avec des rondelles de saucisson, un peu plus que de raison même, on dira. Et elle était attentive, on était ses enfants, quoi. Tu vois, comme toi, tu aides des gamins qui traînent dans la rue, et ben elle aidait les comédiens qui faisaient pas une entrée au point virgule. Elle a été notre maman parce qu'on est allé la voir jusqu'au bout. Hein. Oui, exact. Et après, du coup, les castings, t'entends parler, Guélux fait une nouvelle émission, donc tu vas au casting, là, on est une vingtaine, on nous a demandé d'écrire un sketch, tout le monde lit son sketch, moi je lis mon sketch en dernier, et là tu m'appelles tous les jours. Mais non, mais tu fais un carnage. T'arrives avec ton sketch, bravo les mecs, qui se passe à la mi-temps d'un match de foot. Moi, je pisse dans ma culotte de rire, quoi. Donc, tu m'appelles tous les jours, je dis, c'est qui ce mec lourdingue, là, qui me colle au cul? Et finalement, on devient amis, plus qu'amis. Tu bouffes tous les jours à la maison. À l'époque, tu vivais avec un Mars et tout. Ouais. Et on bricole des sketchs, on écrit des sketchs à la piscine de Saint-Ouen. Oui. Alors que toi, tu avais dit... Municipalité communiste de Saint-Ouen. Voilà, qui m'a bien pété les couilles, communiste. Et une voyante t'avait dit que tu mourrais dans l'eau. Et moi, je te poussais à la piscine et tu flippais. Oui, on m'avait fait mon thème astral. Sur mon thème astral, tout ce qui m'est arrivé ensuite, 10, 15, 20 ou 30 ans plus tard, est marqué sur mon truc. Je voudrais le retrouver dans tous mes déménagements. Je voudrais retrouver cette fille, qui était très jolie d'ailleurs, et très gentille, et qui faisait les thèmes astro. Donc, tu t'empares de Bravo les mecs. Tout de suite, il y a une mise en bouche évidente. Tu en fais un tube. Tu cartonnes à la classe avec des débuts non, mais le tube, c'est toi. Je n'ai pas bougé une lettre, pas une virgule. J'ai fait ton texte comme à la Comédie Française. Tu en fais un tube. Tu es mon petit Stradivarius. Et moi, je suis dans l'ombre. Et tu grandis. T'écris. Je te fais ton premier one man. Vous avez dit Bigard. Ouais. Les gens viennent et puis tu fais un deuxième spectacle, un troisième. Et surtout, on lance cette idée merveilleuse de s'adresser à plusieurs personnes qui a été repris par beaucoup de nos confrères, hein, les briefings. Hein, l'addition de Muriel Robin, c'est un briefing. La réunion de chantier de Muriel Robin, c'est un briefing. Premier briefing, bravo les mecs, et après, on exploite le filon et c'est vrai que c'est un peu piqué partout. Comme ta matière première, c'est la grossièreté, beaucoup de gens viennent te voir en se pinçant le nez ou viennent à reculons. Et moi, j'ai été témoin. Ou avec plaisir, parce que. Ferme ta gueule, ferme ta gueule quand je parle. Ferme bien ta gueule quand je parle. Là, j'étais en train de parler. D'accord. Donc, fermez ta gueule, excuse-toi. Pardon. Ok. Donc, les gens viennent à reculons, à part les gens qui ont envie de te voir et qui t'aiment. Je te parle pas des gens qui t'aiment. Je parle des gens qui sont à convaincre. Et moi, j'ai emmené des dizaines de personnes te chier dessus en venant, qui t'encensaient en partant. Parce que je n'avais jamais vu quelqu'un retourner une salle dans tous les sens comme tu as pu le faire. Toi, tu as découvert la vie quand une fille t'a tenu par les couilles. Et je trouve vraiment que tu as tenu
toutes les salles par les couilles des plus petites aux plus grandes. Et ça, je pense que tu es le seul à savoir faire ça. Ben, écoute, c'est pas à moi de dire du bien de moi. Ce que je sais, c'est que je suis heureux de faire ça, que c'est ma nourriture. Donc, évidemment, hein, si tu demandes à un chien s'il veut, un singe s'il veut une banane, il va te dire oui. Donc, je mange ces moments-là d'une manière délicieuse. Ma vie est délicieuse. Je vais au point virgule. Il y a Pierre Palmade qui est juste avant moi. Après, il y a Chantal là-dessous qui est derrière. On se fait chier entre nous, tu vois. On sert des petites blagues, des trucs comme ça. Un coup, comment Chantal là-dessous, tu la connais, elle doit sortir et elle doit hurler parce qu'elle a peur. Elle se trompe, évidemment. Et non, elle sort, mais moi, je fais comme ça, je hurle dans le noir en étant à 2 cm de son nez. Elle a fait un hurlement, mais d'un autre monde. Les gens se sont dit, mais là, il y a quelque chose qui est tombé sur la tête. Elle s'est fait agresser, quoi. Et elle est revenue sans bouger une oreille, le genou en sang, parce qu'elle est tombée dans l'escalier qui était derrière. Et sans bouger une oreille, hop, elle s'est remise à jouer. Et ça nous a fait rire, mon Dieu. Et toi aussi, t'as fait rire, mon Dieu. Les salles sont de plus en plus grandes. Tu fais tellement de spectacles qu'à la fin, tu les numérotes, tu te fais même plus chier à leur donner un titre. Et tu vas jusqu'à faire l'impensable, le Stade de France. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé ta vie? Exactement. C'est le spectacle qui a poussé les murs. Voilà, les Zéniths, ils faisaient par paquet de 3, ils étaient remplis 1 an à l'avance. Enfin, bref, de quoi faire rougir le mec qui est juste à côté de nous. C'est Roman. Roman. Je la connais ta vie, hein. J'ai lu le bouquin, je te connais, t'es mon frère, je te connais par cœur, mais à chaque fois qu'on la déroule, on est toujours ému. Ouais. T'es ému, toi? Ouais, je voudrais une blague pour gâcher cette émotion qui me casse les couilles. D'accord. Alors, une blague tout en nuance, hein, c'est dans un routier. Aucune nuance chez Jean-Marie Bigard. Retire cette phrase. Elle a tout son sens, justement, après. Une blague tout en nuance, c'est un routier. T'as eu une voix d'enfant. Non, mais... On aurait dit un gosse. Il rentre, il est tout dégueulasse, lui aussi. Il pose sa bite, il a une bite énorme sur le comptoir. Tu vois, et bam, il dit à la tenancière qui est un souillon, il dit, voilà, je voudrais une côte de bœuf grosse comme ma bite. Et la tenancière, comme elle a ses règles, elle soulève sa jupe, elle dit, et saignante comme ça? Tu vois? C'est ça ta force, c'est la délicatesse, la nuance. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis ça en avant. Et jamais d'outrance. Non. C'est pas la peine quand on peut expliquer simplement. T'aurais pu tomber dans un humour facile, bite poil couille. Oui, mais à rester jamais. dans le slip. Et t'as fait l'économie de ça. T'es un parangon de classe et on t'appelle le dandy. Oui, bien. C'est pour le défi aussi un petit peu, c'est-à-dire, putain, mais depuis tout petit, je me dis, mais merde, pourquoi, quoi? Pourquoi on peut pas appeler un chat, quoi? Donc, évidemment, ce qui me faisait hurler de rire, c'était plus c'était gras et plus c'était injouable, parce que c'est plutôt j'adorais traverser ce miroir, tu sais, derrière lequel il y a plus rien, on t'écoute plus, tout, il y a trop de couilles, il y a trop de merde, toi on n'écoute même plus ce que tu racontes. Mais j'aimais bien franchir ce guet là. Il y a un double sens dans ta phrase? Non. D'accord. Quand tu dis ça, faut se souvenir de nos débuts. Moi, ce que j'aimais bien, c'est te pousser. J'écrivais des horreurs et je me marrais. J'étais dans la classe, j'étais off, on me voyait pas. Et j'étais mort de rire parce que je t'envoyais au casse-pipe. Ah oui. Et tu me disais... C'était ton grand plaisir. Tu me disais, Lolo, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Non. Et moi, je te poussais et tu y allais. Et si, et moi, franchement, comme un bon petit garçon, courageux, tu vois, je voulais faire plaisir à papa, et j'y allais, et donc je me viandais dans le mur. Ou tu cartonnais, il y avait les deux, hein.
où ça cartonnait, ou Ou alors... Fabrice disait non, non, en étant mort de rire aussi. Hein. Oui, aussi, mais surtout aussi, quand je gagnais, putain, je me disais là, j'ai gagné avec le vent dans la gueule, hein. Vraiment, avec Lolo sur le bord, dépouillé de rire quand il voyait la bosse arriver, tu vois. Il voyait bien que j'étais à 300 km/h et que de prendre cette bosse à cette vitesse-là, le dos d'âne n'était pas bon. Je pouvais pas prendre le virage qui suivait derrière, écroulé de rire, une espèce de jouissance de me torturer comme ça, par sketch interposé, en se disant, là, je vais pousser un peu plus loin, je vais lui faire dire ça, quoi. Mais là où il y a eu un switch entre nous, c'est que moi, je te poussais vers l'impossible. Ouais. Et un jour, tu avais déjà beaucoup de succès et tu allais déjà très, très, très loin. Et un jour, tu m'as dit, eh bien, on fait un sketch sur la pisse et la merde. Et moi, j'ai dit, non, là, c'est trop. Moi, j'ai dit, non, c'est trop. Fais-le tout seul, j'ai pas envie. Tu l'as fait tout seul. Et tu as été encore plus loin dans ta carrière avec un sketch qui était impensable. Tu as été à fond dans le pipi caca. Ouais. Et tu as fait ça avec tellement de brio, de maestria. Je ne sais pas si tu comprends tous ces mots-là. Oui, tout à fait, je comprends. Je sens que c'est des bons mots. Et tu m'as donné tort. Et je voulais pas y aller. C'est-à-dire que tu as été plus loin que moi après. Ouais. Mais c'est formidable. Et puis, moi, j'aime bien me surprendre quand je joue. Donc, il y a un moment, je parle des chiottes d'avion, je parle de nos excréments, parce que je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. En plus, on les méprise, hein, on fait caca à peine, pas un regard, rien du tout. Hein, pas un petit coucou, pas un petit bisou, rien. Tu tires la chasse d'eau, voilà, et cette crotte qui était en toi, tu l'abandonnes, quoi. Tu la noies, tu l'abandonnes, c'est complètement dégueulasse. Donc moi, à chaque fois que je voulais sauver les excréments, je mettais à leur place. Tu vois, je disais, par exemple, des fois tu fais caca. Donc j'ai parlé du perfect. Le perfect, c'est le dauphin. Plonge dans l'eau, pas un seul remous, il finit en pointe et tout, c'est une merveille. T'as les juges soviétiques qui mettent des 10, des 9, des 10. Exactement, même le juge russe, qui normalement est très sévère, te met 9,97, tu vois. Et donc, avec tout ça, et puis ensuite, au fil des spectacles, je donne des conseils aux gens d'une intimité, mais que personne d'autre que moi ne peut faire. Ça, je m'en vante. Toi, j'ai dit, des fois, tu fais caca, ça se passe bien, on pourrait en rester là. Mais tu te dis... Tu sens qu'il y a un petit reliquat. Ouais, tu te dis, je pense que si je poussais encore un peu, je pourrais encore en sortir un bout, ce qui est une erreur. T'es plus dans le bon calendrier, là. Ouais. Tu confonds aujourd'hui et demain. Oui, exactement. Et là, c'est exactement la suite du sketch. C'est-à-dire, quand tu pousses, tout d'un coup, on est mercredi, donc toi, t'as fait ta crotte du mercredi. Et puis, si tu continues à pousser, t'attaques celle qui est prévue pour le lendemain, pour le jeudi, et ça te décale tout. On a compris. Mais tu fais ça avec beaucoup de dextérité et t'es excellent, mais tu fais ça aussi pour la sexualité. Et là, tu décomplexes tout le monde parce que tu dis tout haut ce que les gens vivent tout bas et ce dont ils ne parlent jamais. Et tu le fais devant des milliers de personnes. Qu'il s'agisse du paix sur la couette, de la façon dont la fille va te faire une fellation, des préliminaires. Tu balances tout. Ouais. Et très souvent, je dis au premier rang, quand j'ai expliqué comment la fille, elle m'avait sucé, une professionnelle extraordinaire, donc je donne des précisions, donc elle passe la langue entre les couilles déjà, passe par en dessous, et tout près du trou de balle, hein. Là, il y a un petit coup, il n'y a pas besoin de pousser beaucoup, un petit coup, le bout de la langue sur le trou de balle, on appelle ça le star pilote. Il n'y a rien qui démarre plus vite que ça. Tu vois, tu remontes jusqu'au gland et puis les mots évoquent des situations et des façons de faire au point que je dis à la dame du premier rang, elle se dit, tiens, je vais faire ça à mon mari ce soir. Et tout le monde se fend la gueule. Non, le mec à côté, il rigole parce qu'il dit, elle est bien capable de me le faire. En tout cas, elle m'a jamais fait ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut qualifier ton humour de machiste, de grossier, de masculin, mais les femmes sont dépouillées de rire autant que les mecs. Plus que les mecs.
j'ai très souvent... Tu m'as contredit, j'ai dit autant, faut pas dire plus. Il D'accord. faut dire oui, Laurent, autant. On reprend. Ouais. Et les femmes se marrent autant que les mecs. Elles se marrent autant que les mecs. De la même manière. Ni Faut pas plus, croire. ni moins. Ni plus ni moins. On va faire un Pareil. jeu. Tu vas finir mes phrases. T'es prêt? Ouais. Si j'avais été élu président de la République, ma première mesure aurait été... Réhabiliter les maisons closes et les slows dans tous les endroits où on danse, c'est-à-dire la possibilité de prendre quelqu'un dans ses bras. Le problème avec toi, mon Lolo, c'est... Le problème avec toi, bon Lolo, c'est que tu es tellement vif que tu fais peur à tout le monde et on a du mal à te lancer un couteau parce qu'on a l'impression qu'il va revenir 2 fois plus vite dans ta gueule. Mon défaut principal, c'est... L'impatience. Ah, moi aussi, je dis ça, Ouais. quand on me demande. Tu sais, mes enfants, quand ils me disaient « Papa, attends », je disais « Non, je suis pas un papa qui attend Ouais. ». Le principal défaut de ma femme... C'est toi qui parles, hein, c'est pas moi. Hein. Tu Ouais. finis tes phrases. Hein. Le principal défaut de ma femme, c'est... C'est que... Elle te casse. On m'a soufflé dans le public. Mais oui, avant, elle m'excitait. Maintenant, elle m'énerve. C'est la différence qu'il y a entre énervé et excité. Depuis que je n'ai plus d'argent, Je bouffe de la merde. Non. Je bouffe des pâtes. Je bouffe des trucs pas chers. Alors moi, je t'invite à dîner ce soir et je te prie de croire qu'on va pas bouffer de la merde. C'est ma D'accord. petite surprise. Je te remercie, Lolo. L'avantage d'avoir 70 ans, c'est... C'est super casse-couille. Non, il y a un avantage. Vous avez 2 heures. Parce que là, on a appâté les gens avec une idée que c'est bien. On sait, toi et moi, que c'est de la merde. Ouais. Mais il faut que tu trouves un avantage pour encourager les gens qui rentrent dans cet âge pas facile. Ben, quand j'avais... Mais spontanément, il faut que tu y crois toi-même. ouais. Faut que tu crois. Ben, à 70 ans... L'avantage, tu peux tordre ta bite en 2. Parce que tu as plus de force dans les bras. Alors qu'à 20 ans, non, tu peux pas. je suis pas sûr que ce soit un avantage. Mais merci d'avoir joué le jeu. J'ai essayé. Ouais, t'as essayé. On dit que je suis vulgaire, mais... Mais c'est vrai. Ce que je dis est vrai. On me traite de complotiste, mais... Pas du tout. Pas du tout complotiste, je suis réaliste. Enfin, t'as bien des trucs, t'as bien des fois où t'as dit des conneries. Ben, comme tous ceux qui ont juré sur la tête de leurs ancêtres que la Terre était plate. J'entends bien, mais t'as aussi juré qu'on ne t'y prendrait plus. Quelle mouche t'a piqué pour le 11 septembre? Et après, des années après, tu me dis, Lolo, j'ai eu que des emmerdes. Plus jamais je parlerai de politique, de machin. Et tu replonges. Oh oui, mais non, en beaucoup moins dangereux quand même. Beaucoup moins dangereux. Quand je dis oui que je soutiens les gilets jaunes parce que le 5 du mois, ils n'ont plus rien à bouffer. Ça, c'est Mais pas les gilets jaunes, ils t'ont pas soutenu quand t'as été les voir. Si, moi j'ai toujours été soutenu par les gilets jaunes. Ah bon? Ah oui, dans toutes les villes où j'allais, j'avais bien 15-20 gilets jaunes dans le fond de la salle qui rentraient gratuitement. Mais tu dis aujourd'hui que t'as plus la vie d'avant, parce que moi je pense qu'une carrière c'est fait de plein et de déliés, donc je suis assez admiratif que t'aies fait le Stade de France, que ça aille moins bien aujourd'hui, et j'aime pas les choses constantes en ligne droite, et je trouve que la vraie vie c'est ça, même si c'est mieux d'avoir plus de blé que de moins en avoir. Oui, Oui. Pour des raisons techniques, de confort, hein, Il y a une phrase dans un film de Jean-Michel Ribes, Chacun pour toi, avec Albert Dupontel et Jean-Yann, le grand Jean-Yann. Il dit à une fille donc qui a été larguée par Albert, il dit, vous savez, mademoiselle, la vie c'est comme une montagne, ça monte et ça descend. Et puis, il y a beaucoup de plats, vous verrez, il y a beaucoup de plats. Mais tu crois pas que si t'avais moins ouvert ta gueule, t'aurais eu moins d'emmerdes qu'aujourd'hui tu serais moins dans la ça, merde? c'est sûr et certain. Je serais à la tête d'une série télévisée, sans aucun doute. Tu vois, j'aurais fait une série où, pas forcément même policière, mais un bon coach. J'avais d'abord écrit avec Martin Guyot. Aussi, c'est lui qui avait pensé à cette idée de faire un coach qui règle tous les problèmes, y compris les problèmes qui sont pas sportifs, tu sais. Qu'un espèce de Zorro comme ça, toi, qui
Ça aurait pu être assez rigolo. Ça serait appelé le coach, quoi. Et puis, il y a un autre truc sur lequel tu peux t'en vouloir, c'est ta mauvaise gestion du fric. Tu as brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Et si tu avais été moins con aujourd'hui, tu ne serais pas dans la merde. Tu aurais mis. Bah, c'est-à-dire, je serais même pas là devant toi, parce que je resterais dans ma maison, dans le sud, et puis je regarderais passer les jours avec aucune crainte pour mon avenir. Je me demande, ce qui est effarant, c'est ce que j'ai gagné. Je pense que j'ai dû gagner plus de 80 millions d'euros. Par jour. Non, 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 mais sérieusement. Et que je n'ai plus rien maintenant, c'est la preuve que je me débarrasse. J'ai l'impression que c'est Dieu qui me fait profiter de ça, tu vois. Il me met sous la douche du pognon. Et donc, c'est comme si j'avais envie de le rendre. Ah oui, je suis d'accord. Donc, je le dépense. Parce qu'on culpabilise parce que nous, on est d'anciens pauvres. Quand on a gagné nos vies, on culpabilisait. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je m'excusais auprès de mes potes. Je disais, oui, là ce mois-ci, j'ai gagné 20 000 francs. C'était une somme énorme. Énorme pour l'époque. Pour l'époque, tous mes potes comédiens qui crevaient la dalle. Mais c'est parce que, je vais vous expliquer, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, en fait. Ouais. Et j'ai écrit beaucoup, j'ai énormément travaillé et je me justifiais. Ouais, bah oui, oui. Mais tu travailles beaucoup. Tu travailles énormément. Toi, tu as une capacité de plus en plus de travail qui est phénoménale. De moi, plus quand en plus. je te vois faire, alors que j'ai eu, moi, une facilité pendant ma période où je produisais des choses qui me venaient comme ça m'amusait de le faire, c'était drôle, les gens rigolaient, je touchais beaucoup de fric. Tu vois, j'ai vécu ma période, mon paradis sur Terre pendant une quinzaine d'années. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que si tu étais dans le sud, avec du pognon, tu te ferais chier et tu n'aurais qu'une envie, c'est de venir ici parler avec moi ou faire le con à Paris, quitte à avoir moins de blé. Oui, bien sûr, même pour rien du tout, même. Je serais encore capable de faire ça. Hein. D'ailleurs, là, je crois bien que je viens pour rien du tout, hein, nous sommes d'accord. Hein. On en reparlera au resto tout à l'heure. Jésus n'avait qu'un seul défaut, c'est... J'ai pas compris le début. Jésus n'avait qu'un seul défaut, c'est... C'est l'honnêteté. Ouais, on aurait pu dire ses fréquentations. Il n'avait pas toujours des potes très sûrs. Et l'honnêteté, tu trouves que c'est un défaut? Eh ben non, mais je trouve que c'est la meilleure des combines. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut, mais c'est pas le moyen d'être le plus heureux possible. Alors, c'est marrant parce que je t'ai trouvé brillant toute l'interview. Ouais. Et là, je pense que tu as raté cette question. Là, je pense que tu as dit de la merde. Et alors, en moi, tu sais, il y a un an, j'ai un diablotin. L'ange, j'ai dit, eh ben, on va couper au montage. Et puis le diablotin, il fait, non, vas-y, laisse-le. Il a merdé. C'est bizarre, hein, la dualité dans la tête. Oui, c'est vrai, mais c'est bien d'être faillible aussi. Hein. Ce que je préfère dans le sexe, c'est... Alors peut-être ça peut être la même sensation que quand tu avais 15 ans. Hein, c'est quand la fille t'attrape les couilles. Hein. Oui. C'est tellement loin tout ça, hein, t'as du mal à J'aime le pape car... Je sais pas, j'aime le popcorn. Hein. J'aime le pape car... Ok, plus facile pour toi. J'aime péter car... Ben ça fait un bien fou. Péter, en plus, je vous parle pas des pays sournois, ceux qui font aucun bruit. Tu sais, les qui te chauffent le jean, que tu es obligé de taper sur le jean pour libérer la puanteur. Et tu vois, donc je suis... C'est pas un beau titre de spectacle, mais un beau slogan, c'est libérer la puanteur. Viens, on le gueule ensemble, juste pour voir comment ça sonne. Libérer la puanteur. Libérer. Ouais, j'aime bien. Bah oui. J'aime bien. Le seul avantage du diabète, c'est que quand tu fais une hypoglycémie, tu es obligé de manger du sucre pour te retaper. Et du coup, bah, tu joins l'utile à l'agréable. Tu peux faire ce que tu n'as pas le droit de faire tout le reste de la journée. La plus belle citation que je connaisse, c'est... C'est quand un moustique se pose sur tes couilles que tu t'aperçois que la violence, ça sert à rien. Le plus gros regret de ma vie, c'est... de ne pas avoir démarré plus tôt ma thérapie, ma dynamique émotionnelle de groupe pour devenir plus vite moi-même.
Alors, tu fais des thérapies de groupe, tu médites, tu as un maître indien. Oui, Alors ça, c'est une contradiction chez toi qui me surprend toujours. Et tu es capable de piquer des colères d'un autre monde, de hurler. Et comment ça se fait que depuis des décennies que tu médites et que tu t'imprègnes de ça, c'est indispensable dans ta vie. oui. Pourquoi tu tombes encore dans le piège de la colère? Non, mais elle est tellement lyrique. Ma colère est drôle, attention. Pour toi, pas pour les autres. J'ai vu des gens Ah, éclater en sanglots, moi, à table. Je te jure que c'est vrai. J'ai vu des gens pleurer devant ta colère. Des femmes qui n'avaient pas l'habitude d'un tel volume sonore, d'une telle oui, énergie. oui, 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 ça peut faire peur. Mais voilà, je ne supporte pas l'injustice. C'est un truc que je n'arrive pas à combattre. Ma colère, ceci dit, retombe très très vite et généralement, elle n'a pas de conséquences. Mais tu peux t'engrainer tout seul dans la colère. Quand tu as bu un coup, tu peux te rendre en colère tout seul. Tu as un processus. Ça peut, si le sujet s'y prête, oui. Oh, je t'ai vu t'énerver sans sujet. On buvait des coups et t'attrapes un truc au vol et ça monte et d'un seul coup tu gueules sur tout le monde, on n'a rien compris. C'est possible, je me vois pas faire. Une blague. Eh ben, c'est le flic qui dit, c'est le mec appelle le commissariat, il dit pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et le flic il dit elle est rentrée, il dit non, j'ai réfléchi. J'adore ces blagues qu'on connaît par cœur mais Ben qui oui, font marrer oui. à chaque fois. Une autre. Ben les deux putes qui discutent, elle dit tu te laves avec quoi la chatte entre deux clients. Eh ben, l'autre elle dit moi du savon de Marseille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle dit et toi? Elle dit moi du gros sel. Je dis putain, tu te laves la chatte avec du gros sel, ça doit te faire mal. Elle dit ouais un petit peu, mais ça fait boire le client. Ça, on se la racontait déjà quand on s'est connus il y a 40 ans. Ouais, ouais, je sais. Je me demande si c'est pas moi qui te l'ai raconté d'ailleurs, celle-là. Peut-être. On termine avec un tu préfères. T'es prêt? Ouais. Tu préfères être vulgaire ou grossier? Je préfère être grossier. Alors, ça, les gens qui nous gavent, oh, les vulgaires et les grossiers, les gens qui n'ont jamais compris la frontière. Alors, moi, j'ai une définition. Je vois où elle est la frontière. On peut être très très vulgaire, mais quand on n'est pas drôle, qu'on a raté, à grand renfort de merde, de pipi, de caca, là, on est vulgaire. Je trouve qu'on est encore plus vulgaire quand on n'ouvre pas la porte de la bagnole à sa femme. Je suis d'accord. Bientôt, tu n'auras plus de problème, tu n'auras même plus de voiture. Ouais. Je t'ai bien remonté le moral. Tu préfères les enculés de droite ou les enculés de gauche? Ah bah je préfère l'enculé de droite, bien sûr, 1000 fois. Parce que lui, il a prévenu au départ. Tu vois un gars de droite arriver, tu serres les fesses, hein, tu dis attention, ce mec-là, il risque de m'enculer sévère. Par contre, tu vois un gars de gauche arriver, là, t'es complètement détendu, et puis le mec, il t'encule quand même. Et ben là, je dis qu'il te la met beaucoup plus profond du fait que tu étais détendu. T'as bien énervé l'avocat Kiechman avec ça, il avait... Ouais. Il a dit à l'Assemblée nationale, sous les ordres de Mitterrand, il a dit on n'a pas le droit de laisser un humoriste traiter la classe politique de sodomiser de gauche et de sodomiser de droite. Ce à quoi, évidemment, j'ai répondu le lendemain en disant attention, sodomiser, c'est beaucoup plus vulgaire. Enculé, si tu regardes dans le dictionnaire, c'est marqué terme d'injure grossière pour marquer le mépris que l'on a de quelqu'un. Mais sodomiser, c'est la bite dans le cul. Tu vois, là, ça rigole pas. Et c'est marrant parce que toi, t'as jamais eu une médaille et tu te les as données tout Oui. seul. J'ai mal conjugué. Mais c'est quand même une médaille qu'on parle de toi à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une vraie médaille. Tu préfères le 10 ou le 12 septembre? Sachant que sur tous tes calendriers, t'as arraché le 11 septembre qui te rappelle pas des bons souvenirs. Ouais. Non, Réponds le 10 ou le 12, on s'en bat les couilles, c'était juste pour la vanne. Ouais. 10 ou 12? Le 12. Oh, j'aurais dit le 10. Tu préfères le vaccin contre la grippe ou celui contre le Covid? Ben, contre la grippe. Tu nous as fait chier avec le vaccin pour le Covid. Hein. Quand je me suis Oui. vacciné, tu m'as dit je suivrai ton cercueil. Oui. Et après, tu t'es fait vacciner. Mais non, jamais. Bon. J'ai jamais été vacciné, mon Ah gars. bon.
Ouais. Ouais. Bah, c'est une fausse information. Tu préfères un lâcher de salope ou un lâcher de chauve-souris? Un lâcher de salope, bien sûr. D'ailleurs, le terme salope, je tiens absolument à ce qu'on réhabilite ce mot. Moi, je serais une femme, je serais fier d'être une salope, une belle salope. Alors là, Tu vois? on s'est fait convoquer tous les deux par le personnel politique Exactement. pour justifier de ce sketch. On était où, à l'Assemblée nationale aussi? On était dans un cabinet, en tout cas, d'une personne très importante. Et il y avait 2 petits PD qui étaient avec elle, et toi, tu as dit « Salut les petits PD !» Ça a tout de suite marqué, si tu veux, le thème. Et la dame, je me souviens plus, c'était une députée, et elle nous a écoutés religieusement. Je pense qu'elle a appris plein de trucs. Mais t'avais été brillant, hein, pardon. Hein. Je Tu t'en sais plus, souviens mais pas? ça peut m'arriver, ouais. Parce que t'as le cerveau qui est plus irrigué en permanence, mais Ah oui, c'est ça. t'avais été drôle, intelligent, et je t'avais pas reconnu, c'est bien simple. Ah oui? Tu préfères l'âme sœur ou les clés de bagnole? Ah, je préfère les clés de bagnole. C'est à mourir de rire. Et t'es brillant, plan séquence, 2 minutes 30, t'as une scène Ouais. incroyable dans les clés de bagnole. Ouais. Question plus profonde, tu préfères méditer ou bouffer le cul d'une pute? Franchement, je préfère bouffer le cul d'une pute. Parce que, en fait, je bouffe le cul de Dieu. Ah bon? Oui. Mais est-ce qu'il Si t'est Dieu déjà... me permet de faire ça, c'est que il pense que c'est pas mal. Et moi, quand je le fais, je trouve ça formidable. Il t'est déjà arrivé de méditer en bouffant le cul d'une pute? Non. Il y a ces deux chevaux, ces 2 étalons dans le même box. Tu préfères la fête des pères ou la fête des mères? Sachant que moi, j'ai toujours un mot gentil pour la fête des mères avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu me dis tout le temps, t'as téléphoné à ta mère, et après il dit « Ah merde, pardon. Tu préfères La 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 ou un poil de cul sur la savonnette? 2 chansons à toi. Hein. » Oui, tout à fait. Je préfère le poil de cul sur un savonnette, c'est beaucoup plus écrit. Tu préfères Agnès Buzyn ou Anne Hidalgo? Oh, je préfère encore la Buzyn. Pourquoi? Parce que elle, c'est une femme politique, elle est c'est une grosse. Moi, je la mettrais ministre des bordels si on rouvrait les maisons closes. Elle serait bien ministre des bordels. Hidalgo? Non, Buzyn. Buzyn? Non mais ça, c'est pas bien de dire qu'elle a un... La pauvre, c'est pas de sa faute. On n'attaque pas les gens sur le physique, Jean-Marie. Ça dépend. Repens-toi. Je me repens, mais Repens-toi. Demande pardon. je demande pardon et Alors- je me repens. Madame Buzyn, Madame Buzyn, je vous présente toutes mes excuses pour avoir parlé de votre fessier proéminent. dernière question. Tu préfères là maintenant rentrer chez toi ou que je t'emmène dîner, une petite surprise? Tu m'emmènes dîner, mais aux chandelles, mais après, je veux que ça suive, hein. T'aimes pas les surprises? Ce soir, je te fais une surprise. Ouais. Petite blague? Alors, Bah. on débriefe avant? C'est fini là. Ça s'est bien passé? Oui, c'est bien, c'était génial, ça s'est super bien passé. C'est le mec qui dit... Non, je veux qu'on débriefe plus sur l'interview. Ouais. Non, Parce c'était qu'il y a- bien parce que tu as une manière de faire qui est formidable, et puis surtout, tu n'es pas autoritaire, éventuellement, même si on n'est pas d'accord avec toi, tu appuies pas sur un buzz à la con, tu vois, pour récupérer ta superbe. Et puis, je t'adore parce que t'es mon frère. Et puis surtout, et là, c'est pas mon talent que je mets en avant, tout le monde le connaît, j'ai plus besoin de ça. Surtout, je propose un truc où les gens ont le temps de parler. Il dit oui, va dans mon sens. Abonde et rajoute-en. Je fais une émission où les gens ont le temps de parler. Oui, tout à fait. Ça, c'est très, très agréable d'avoir du temps parce que parfois, tu es un petit peu non seulement cisaillé en plein truc, où tu t'abordes à sortir une vanne, tac, tu es déraciné de ton idée, donc tu passes après pour un connard. Et toi, tu ne fais pas ce genre de truc-là. Tu laisses bien les gens s'exprimer. T'as le sentiment d'avoir pu dire là dans cette émission des trucs que tu n'avais jamais dit avant ou pas? Oui, oui. 4 ou 5 trucs, oui, que je n'ai jamais dit avant. Blague. Je t'aime, hein, je te le dis, je t'aime. Ouais, Ce soir, oui. je vais te sortir, je vais te faire rêver, moi, petite pute.
Ouais, et le mec qui rentre à la maison, il est tuméfié, là, 2 cocards, les arcades ouvertes et tout, il dit: «Qu'est-ce qui t'est arrivé chérie?» Ben, il dit: «Il y a une petite pédale qui m'a bousculé» et On n'a plus le droit de dire ça, tu le sais, 2024, ouais, hein, on n'a plus le droit, hein, tu ouais, t'en fous, ouais. d'accord. Il y a une petite pédale qui m'a bousculé et sa femme a dit: «Et alors?» Ben, elle dit: «Alors, en fait, c'était pas une petite pédale». T'entends la musique là? Ça veut Non. dire quoi? Si, écoute. Ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Ah d'accord, très bien. T'as le temps d'en glisser une dernière? Blague. Vite, vite, Ah. pendant le générique. Ah oui, oui. Une courte. Ah ben attends, tu me dis une courte, vite. C'est le grand-père avec la petite fille. Trop tard. Au revoir Jean-Marie. Au revoir.